Ma famille a ri quand je suis entré seul au mariage. Elle n'a même pas pu trouver de cavalier, a murmuré ma sœur. Puis la porte s'est ouverte, un milliardaire est entré, a pris ma main et a dit « Désolé pour le retard, mon amour ». Ce qu'il a fait ensuite a figé tout le monde. Dès l'instant où je suis entré seul au mariage de ma cousine Camille, toute ma famille a éclaté en rires étouffés et en chuchotements. Pauvre Amélie, toujours la carriériste, jamais la mariée. Ma tante Marguerite a ricané assez fort pour que toute la rangée l'entende. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans exactement 27 minutes, lorsqu'Antoine Laurent, le milliardaire de la tech et mon fiancé secret depuis 6 mois, franchirait ses portes à ma recherche, leur moquerie se transformerait en quelque chose de bien plus désespéré. Une opportunité. Si vous regardez cette vidéo et avez déjà ressenti le pincement du rejet familial, pour ensuite les voir revenir en rampant lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, vous n'êtes pas seul. Grandir en tant qu'Amélie Dubois signifiait vivre avec une étiquette permanente, la déception de la famille. Malgré mon diplôme de HEC Paris, major de ma promotion en ingénierie informatique, et un poste à 6 chiffres décroché avant mes 25 ans, j'étais toujours présenté aux réunions de famille comme celle qui ne s'est pas encore casée. Ma famille française traditionnelle et un peu bourgeoise mesurait le succès en mariage et en petits-enfants, pas en réussite professionnelle ou en indépendance financière. Ma cousine Camille, en revanche, était l'enfant prodige. De 3 ans ma cadette, elle avait suivi le chemin approuvé, mariée à 26 ans à un médecin d'une bonne famille, enceinte dès la première année, et toujours déférente envers les aînés. À chaque réunion de famille, le contraste était souligné avec une précision chirurgicale. « Quand vas-tu trouver un homme bien comme Camille ?» me demandait ma grand-mère en tapotant ma taille un peu trop épaisse. Aucun homme ne veut d'une femme qui se croit plus intelligente que lui, Amélie. Les graines de mon statut de brebis galeuse ont été plantées tôt, lorsque mes parents ont divorcé après la liaison de mon père avec sa secrétaire, un scandale qui a secoué notre petite communauté très soudée. J'avais 12 ans lorsque le juge aux affaires familiales m'a demandé avec quels parents je voulais vivre. Ma réponse, aucun des deux, n'était pas une option, mais elle a cimenté ma réputation de personne difficile et ingrate. J'étais ballotté entre 2 maisons chaque week-end. Ma mère s'est remariée en 2 ans avec Gauthier, un promoteur immobilier de 20 ans, son aîné possédant un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Elle a rapidement remplacé son identité de Madame Dubois par Madame Lefebvre, et je suis devenu un rappel gênant de sa vie antérieure. Ma chambre dans leur maison ressemblait à une suite d'hôtels, chère mais impersonnelle, conçue pour ne laisser aucune trace lorsque je partais chaque dimanche soir. « Essaie de ne pas mentionner ton père quand les amis de Gauthier sont là », m'ordonnait-elle avant les dîners. Et peut-être, mets la robe que je t'ai achetée à la place. Cette tenue te donne l'air de trop en faire. La vie de mon père après le divorce a pris une trajectoire différente. La secrétaire n'est pas restée, mais le jeu, si. Au moment où j'étais à l'université, il avait enchaîné 3 appartements et d'innombrables crédits à la consommation revolving. J'ai commencé à payer son loyer pendant ma 2e année d'école d'ingénieur après avoir trouvé un avis d'expulsion lors d'une visite surprise. Personne dans la famille ne savait que je le soutenais. Il pensait que son travail dans une compagnie d'assurance le maintenait à flot. En réalité, j'avais 2 jobs sur le campus en plus de mes études pour couvrir ses besoins de base. Juste jusqu'à ce que j'ai une bonne série, ma puce, promettait-il chaque mois lorsque je virais l'argent. Ne le dis pas à ta mère ou aux tantes. Elle pense déjà que je suis un bon à rien. Malgré tout, j'ai prospéré professionnellement. J'ai gravi les échelons chez Avenir Tech, passant de développeuse junior à architecte logiciel principal en 5 ans. Chaque promotion s'accompagnait de mets de félicitations de collègues et d'un silence de la part de ma famille. Le jour où j'ai signé pour mon appartement à Paris, une réussite majeure dans l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde, ma mère n'a pas appelé pour me féliciter, mais pour se plaindre que j'avais manqué la baby shower de Camille. « Tu dois revoir tes priorités, Amélie », m'a-t-elle réprimandé. Personne ne se souvient de la femme qui a codé un programme, mais on se souvient de celle qui est présente pour la famille. L'ironie ne m'a pas échappé qu'il n'était jamais présent pour mes moments à moi. Ma promotion au poste de directrice de l'ingénierie le mois dernier aurait dû être mon couronnement. À 32 ans, je gérais désormais une équipe de 40 développeurs et un budget de plusieurs millions d'euros. L'annonce de l'entreprise incluait ma photo et une citation du PDG louant mon approche visionnaire de la résolution de problèmes. J'ai transféré l'email à ma mère, espérant que cette fois, peut-être, la réussite serait assez significative.
Sa réponse fut une invitation transférée pour le mariage de Camille avec une note « N'oublie pas de répondre ». La famille se demande si tu amènes quelqu'un ou si tu viens encore seul. Cette nuit-là, fixant mon reflet dans le miroir de la salle de bain de mon magnifique mais vide appartement, j'ai affronté la peur qui grandissait malgré mon succès, et s'ils avaient raison? Et si je finissais seul, marié à ma carrière, sans personne avec qui partager ma vie? Cette pensée me terrifiait plus que je ne voulais l'admettre. Et c'était cette vulnérabilité que ma famille exploitait avec expertise à chaque occasion. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout avait changé 6 mois plus tôt, lors du sommet annuel de l'innovation technologique à Nice, où j'avais rencontré Antoine Laurent. La salle de bal du centre des congrès était bondée des suspects habituels, fondateurs de start-up en suite à capuche de luxe, investisseurs en capital risque scrutant la salle à la recherche de la prochaine idée à 1 milliard d'euros. Et des cadres de la tech comme moi essayant de recruter des talents avant la concurrence. Je me dirigeais vers le bar quand quelqu'un m'a bousculé par derrière, faisant tomber mon téléphone sur le sol en marbre. « Je suis vraiment désolé », dit une voix profonde alors que nous nous accroupissions tous les deux pour le ramasser. « L'écran n'est pas fissuré, j'espère ? Je le remplacerai si c'est le cas. » Quand j'ai levé les yeux, je me suis retrouvé face à Antoine Laurent. Non que je l'ai immédiatement reconnu. Contrairement à la plupart des gens dans la tech, je ne suivais pas les potins sur les fondateurs milliardaires. Pour moi, il n'était qu'un homme grand, un peu débraillé, avec des yeux bienveillants et un sourire sincère qui semblait déplacé parmi les requins du réseautage. « Ça va ?» dis-je en vérifiant le téléphone. « La coque a bien fait son travail aujourd'hui. »« Laissez-moi vous offrir un verre pour m'excuser correctement », proposa-t-il en tendant la main. « Je suis Antoine. »« Amélie ?» répondis-je en la lui serrant fermement. Ce n'est que lorsque nous fûmes assis au bar et que le barman eut un temps d'arrêt que je réalisai qui il était. Antoine Laurent, fondateur de Bouclier Quantique, la plateforme de cybersécurité qui avait révolutionné la protection des données et fait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de France à 36 ans. Ce qui m'a le plus frappé chez Antoine n'était pas sa richesse, mais la façon dont il se comportait, sans l'arrogance qui accompagne généralement le succès dans notre secteur. Autour de Martigny, il m'a parlé de son enfance dans un petit village de la Creuse, élevé par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour joindre les deux bouts. On vivait dans un mobil-home jusqu'à mes 17 ans, dit-il sans la moindre trace d'embarras. Mon premier ordinateur était assemblé à partir de pièces que je récupérais au centre de recyclage électronique où j'étais bénévole. Ses origines modestes ne pouvaient être plus différentes de son statut actuel, mais elles résonnaient avec mon propre parcours. Nous avons passé des heures à parler de la pression de réussir, de l'isolement qui accompagne la réussite, et des relations compliquées avec la famille qui en résultent. Ma mère est fière maintenant, expliqua-t-il, mais elle ne comprend pas ce que je fais ni le monde dans lequel je vis. Et depuis que l'argent est arrivé, des parents que je n'avais jamais rencontrés se souviennent soudainement de moi comme de leur neveu préféré. Je me suis surprise à partager des choses que je discutais rarement. Le jeu de mon père, l'abandon émotionnel de ma mère, et le sentiment constant d'être jugé selon des normes impossibles. Ma famille a une façon de rendre mes accomplissements insignifiants, ai-je admis. Parfois, je me demande s'il remarquerait si je disparaissais complètement. Il remarquerait si vous arrêtiez de payer le loyer de votre père, observa tranquillement Antoine. Je le fixai, choqué. Comment avez-vous ? C'est ce que je ferai, dit-il simplement. On prend soin des gens même quand ils ne le méritent pas, parce que ça en dit long sur qui nous sommes, pas sur qui ils sont. Cette nuit-là s'est prolongée jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin, et au moment de nous séparer, nous avions échangé nos numéros avec la promesse de nous revoir à notre retour à Paris. Notre relation s'est développée avec une intensité qui m'aurait alarmé avec n'importe qui d'autre. Antoine avait traversé un divorce brutal 2 ans plus tôt, lorsque son ex-femme, une mondaine rencontrée après son succès, avait tenté de réclamer la moitié de son entreprise dans le règlement. Elle a dit au tribunal qu'elle avait joué un rôle déterminant dans le développement de Bouclier Quantique, expliqua-t-il un soir alors que nous nous promenions sur les quais de Seine. En réalité, elle ne s'était jamais intéressée à ce que je faisais au-delà de l'argent que cela générait. L'expérience l'avait rendu méfiant vis-à-vis des relations où sa richesse était l'attrait principal. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il a suggéré de garder notre relation privée. Je veux savoir que c'est réel, dit-il. Une fois que les gens découvrent qui je suis, tout change. Je comprenais parfaitement. Mon succès était modeste comparé au sien, mais j'avais assez connu l'arrivisme de certains collègues pour apprécier sa prudence.
Notre relation existait dans une bulle de normalité que nous chérissions tous les deux. Cuisiner chez moi, faire des randonnées le week-end, et travailler côte à côte dans des cafés. Juste un autre couple de la tech dans une ville qui en regorge. 3 mois plus tard, lors d'un week-end à Étretat, Antoine m'a demandé en mariage. Ce n'était pas un grand geste, juste nous deux au sommet d'une falaise au coucher du soleil. La bague, une simple alliance en platine qui avait appartenu à sa grand-mère. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me voit pour qui je suis, dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du fracas des vagues, qui comprend à la fois d'où je viens et où j'en suis sans jugement. J'ai dit oui immédiatement. Mais quand il a suggéré d'annoncer nos fiançailles, j'ai hésité. L'idée de présenter Antoine à ma famille me remplissait d'effroi. Non pas que j'ai honte de lui, mais parce que je savais exactement comment il réagirait. Il verrait des signes d'euro, pas l'homme bienveillant et brillant dont j'étais tombée amoureuse. Attendons, ai-je suggéré. Je ne suis pas prête à partager ça avec tout le monde pour l'instant. Antoine a compris ma réticence, mais lorsque l'invitation au mariage de Camille est arrivée, il m'a encouragé à y aller. Les familles sont compliquées, dit-il. Mais rompre complètement les ponts apporte rarement la paix. J'ai accepté d'y aller, mais j'ai insisté pour y assister seul. J'ai besoin de gérer la dynamique familiale sans qu'ils se concentrent immédiatement sur toi, ai-je expliqué. Une fois qu'ils sauront pour toi, c'est tout ce qu'ils verront. La veille du mariage, ma mère a appelé pour confirmer ma venue et pour exprimer sa déception que j'y aille en solo. Tout le monde amène quelqu'un, Amélie. Même ta petite cousine Manon amène son nouveau petit ami et elle n'a que 20 ans. Que vont penser les gens? Ils penseront que je suis assez indépendante et sûre de moi pour assister seule à une réunion de famille, ai-je répondu, essayant de garder ma voix égale. Ils penseront que tu n'as trouvé personne prêt à supporter ton rythme de bourreau de travail, a-t-elle rétorqué sèchement. Ça te tuerait de faire un effort pour t'intégrer pour une fois. Après avoir raccroché, j'ai appelé Antoine en larmes. Peut-être que je devrais tout annuler. Vas-y, dit-il fermement. Tiens bon. Montre-leur que leur jugement ne t'affecte pas. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'étais affecté. Malgré mon succès extérieur, une partie de moi désirait encore leur approbation, croyait encore que si j'accomplissais assez, ils me verraient enfin comme digne d'intérêt. Le matin du mariage, je me tenais devant mon placard, délibérant entre plusieurs tenues. J'ai finalement choisi une robe en soie émeraude simple mais élégante de la dernière collection Chanel, une pièce qui coûtait plus que mon remboursement hypothécaire mensuel, mais qui paraîtrait sobre à un œil non averti. Le choix me semblait symbolique de ma vie, des accomplissements extraordinaires déguisés en ordinaire pour éviter l'examen minutieux de la famille. En attachant les boucles d'oreilles en jade de ma grand-mère, le seul héritage familial que je possédais, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un SMS à Antoine, j'ai changé d'avis. Si tu es libre plus tard, viens à la réception vers 19h. Il est temps d'arrêter de cacher ce qui me rend heureuse. Sa réponse fut immédiate, en route. Nous serons élégamment en retard pour faire une entrée. J'ai souri à son message, ne réalisant pas à quel point ces mots deviendraient prophétiques. La salle de bal du Ritz Paris avait été transformée en un conte de fées florales qui criait l'argent et la planification méticuleuse. Des lustres en cristal jetaient une lueur chaleureuse sur des roses crème et blush qui tombaient en cascade depuis des installations au plafond, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. C'était le genre d'endroit que je pouvais techniquement me permettre, mais pour lequel je ne gaspillerais jamais d'argent. Un détail qui rendait les comparaisons constantes de ma mère sur mon manque de raffinement d'autant plus ironique. Votre nom, demanda l'employé en smoking à l'entrée. Amélie Dubois, famille de la mariée. Ses yeux parcoururent le plan de table. Ah, oui. Table 23. Je n'avais pas besoin de regarder le plan de la salle pour savoir ce que cela signifiait. La 23 serait la table des célibataires, probablement positionnée près de l'entrée de la cuisine ou derrière une colonne. Effectivement, en me frayant un chemin à travers la foule élégamment vêtue, j'ai repéré la table 23, partiellement masquée par un énorme arrangement floral et peuplée de parents éloignés âgés et de cousins adolescents maladroits. Trop jeune pour la table des jeunes adultes branchés, mais trop vieux pour la section des enfants. Amélie, tu es venue. La voix de Camille traversa la pièce avec un enthousiasme étudié. Ma cousine glissa vers moi dans un nuage de tulle blanc et de dentelle, son visage savamment maquillé arborant ce que je reconnus comme son expression d'hôtesse gracieuse. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondis-je, me penchant pour la bise obligatoire.
Le lieu est magnifique. N'est-ce pas, minauda-t-elle en faisant un geste circulaire. Les parents de Grégoire ont insisté pour le Ritz. Nous voulions quelque chose de plus exclusif, mais les traditions familiales, tu sais. Elle me jaugea rapidement, ses yeux s'attardant sur ma robe. C'est une jolie couleur sur toi. Vente privée? Quelque chose comme ça, souris-je, crispé. Eh bien, c'est parfait pour toi. Professionnel, mais toujours féminin. Si tu essaies de rencontrer quelqu'un, bien sûr, baissa-t-elle la voix d'un air conspirateur. Il y a quelques témoins du marié éligible, bien que la plupart soient déjà pris. Mais à notre âge, on ne peut pas faire la fine bouche, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle fut entraînée par sa mère, ma tante Marguerite, qui me lança un regard dédaigneux avant de chuchoter quelque chose à l'oreille de Camille. Je me dirigeai vers la table 23, où ma grand-tante Lydie tenait déjà le crachoir. Amélie, toujours célibataire, à ce que je vois, proclama-t-elle bruyamment alors que je m'asseyais. Tu sais, de mon temps, les femmes savaient qu'elles devaient donner la priorité à la recherche d'un mari avant que leur beauté ne se fane. Bien que je suppose qu'avec ta carrière, tu pourras te payer une de ces procédures de congélation d'ovocytes dont ils font la publicité maintenant. J'ai attrapé le verre de vin à ma place, calculant silencieusement combien d'heures je devais rester avant de pouvoir m'éclipser gracieusement. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Antoine. En retard. Urgence au conseil d'administration. Je serai là pour 19h30. Garde-moi une danse. Alors que je tapais ma réponse, l'oncle Robert s'est matérialisé à côté de moi, sa carrure imposante bloquant la lumière. Voilà ma nièce préférée avec son super job dans la tech, tonna-t-il en me posant une main sur l'épaule. Je voulais te demander conseil pour la retraite. Ta tante et moi pensons qu'il est peut-être temps de liquider certains investissements. Il me fit un clin d'œil complice. Mais si tu continues à grimper l'échelle de l'entreprise, peut-être qu'on pourra simplement emménager avec toi un jour. Tu auras plein de place dans la grande maison que tu finiras par acheter, non? En fait, je possède déjà un appartement, oncle Robert, lui rappelai-je. À Paris. Ah, mais ce n'est qu'un tremplin, rit-il. Une femme seule comme toi n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Une fois que tu seras une grande ponte, tu passeras à la vitesse supérieure. La famille prend soin de la famille, après tout. Alors qu'il s'éloignait à la recherche du bar ouvert, j'ai entendu mes cousins Brian et Théo à la table voisine. 20 € Camélie vient avec un chat au prochain mariage de famille, ricana Brian. 50 qu'elle n'est même pas invitée au prochain, répliqua Théo. T'as vu le regard noir que Camille lui a lancé? Je parie qu'elle ne l'a invitée que parce que tante Lise a insisté. Ma mère, Lise Dubois-Lefebvre, choisit ce moment pour apparaître, accompagnée de Gauthier et d'un autre couple que je reconnus comme ses associés. Voici ma fille Amélie, présenta-t-elle avec un sourire crispé. Elle travaille dans les ordinateurs. L'architecture logicielle, corrigeai-je automatiquement. Je suis directrice de l'ingénierie chez Avenir Tech. Comme c'est fascinant, répondit la femme avec l'expression vide des gens qui n'écoutent pas. Mon neveu étudie l'informatique à l'IUT. Vous pourriez peut-être lui donner des conseils. Amélie est très occupée par son travail, intervint ma mère avant que je puisse répondre. Elle a à peine le temps pour la famille, et encore moins pour le mentorat. Son rire tinta comme du verre brisé. Mais nous sommes si fiers de son indépendance. La cérémonie se déroula dans un flou de vœux traditionnels et de lectures émouvantes que j'étais certaine que Camille avait sélectionnées pour leur potentiel sur Instagram plutôt que pour leur signification personnelle. Tout au long de l'office, j'ai senti des yeux sur moi, des regards apitoyés de parents plus âgés, des regards suffisants de cousins qui avaient réussi là où j'avais échoué en me mariant jeune. Au moment où nous sommes passés à la salle de réception pour le dîner, j'avais fini 2 coupes de champagne et j'envisageais sérieusement d'envoyer un texto à Antoine pour annuler. À quoi avais-je pensé en l'invitant dans ce nid de vipères? Ces gens m'avaient fait me sentir inadéquate quand j'étais simplement brillante. Comment le traiterait-il une fois qu'il découvrirait sa fortune? Dans les toilettes ornées où je m'étais retiré pour me ressaisir, 2 des demoiselles d'honneur de Camille se remaquillaient et bavardaient librement, ignorant ma présence dans la cabine. Tu te rends compte qu'Amélie est encore venue seule, dit la première voix. Ma mère dit qu'elle est mariée à son travail parce qu'aucun homme ne supporterait son attitude. C'est triste, en fait, répondit la seconde. Toutes ses études et elle ne comprend pas que les hommes ne veulent pas rivaliser avec la carrière d'une femme.
Mon mari dit que les femmes comme elles finissent seules, avec leur diplôme pour les tenir au chaud la nuit. Je suis sorti de la cabine, faisant sursauter les deux femmes en pleine conversation. Sans un mot, je me suis lavé les mains, j'ai remis mon rouge à lèvres et je suis sorti la tête haute, bien qu'à l'intérieur, leur mot ait atteint leur cible avec une précision douloureuse. De retour à la table 23, j'ai vérifié mon téléphone. 19h15. Antoine arriverait bientôt, et je commençais à regretter mon invitation impulsive. Cet environnement était toxique. Pourquoi l'y exposer? Je composais un message pour l'avertir quand les chuchotements ont commencé. Au début, j'ai cru que c'était une autre salve de commérage à mon sujet, mais les murmures se propageaient depuis l'entrée dans toute la salle de bal. Les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient, et même le quatuor à cordes semblait flancher un instant. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un bruyamment. « Ça doit être le mystérieux ami investisseur de la Silicon Valley de Grégoire », répondit un autre. De l'autre côté de la salle, Camille fronçait les sourcils, clairement agacée que l'attention soit détournée de son grand jour. Et puis je l'ai vu. Antoine, debout dans l'embrasure de la porte dans un smoking Tom Ford parfaitement taillé, scrutant la salle avec détermination. Même si je ne l'avais pas connu, j'aurais reconnu l'argent dans son allure, non pas par arrogance, mais par la confiance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu à prouver sa valeur. La distinction était subtile mais indubitable, comme la différence entre les sacs de créateurs ostentatoires de ma mère et le simple bracelet de jade de ma grand-mère qui était dans notre famille depuis des générations. Nos regards se sont croisés à travers la salle bondée, et son visage s'est illuminé de ce sourire chaleureux et sincère qui avait conquis mon cœur 6 mois plus tôt. Alors qu'il commençait à se diriger vers moi, j'ai senti un changement dans l'atmosphère, comme une girouette tournant soudainement pour suivre un vent nouveau. Et à cet instant, en regardant les expressions de ma famille passer du mépris à une intense curiosité, j'ai réalisé que j'étais sur le point d'assister à la performance familiale la plus spectaculaire de ma vie. Le faible grondement de chuchotements excités a suivi Antoine alors qu'il traversait la salle de bal. J'entendais des bribes de spéculation. C'est Antoine Laurent, le fondateur de Bouclier Quantique. En couverture de Forbes le mois dernier. L'information se répandait comme une traînée de poudre à travers la réception. Quelqu'un près de moi le cherchait frénétiquement sur Google, haletant devant les résultats. Antoine, inconscient de l'agitation qu'il créait, gardait les yeux fixés sur moi avec ce sourire légèrement en coin qui faisait toujours battre mon cœur. Il a navigué autour de la piste de danse avec une grâce désinvolte, hochant poliment la tête aux personnes qui tentaient d'attirer son attention, mais sans jamais rompre sa marche vers la table 23. « Désolé d'être en retard », dit-il en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Les membres du conseil d'administration peuvent parler des heures pour ne rien dire. « Tu es là maintenant », répondis-je, soudainement consciente de chaque paire d'yeux dans notre voisinage, observant cette interaction avec une attention soutenue. Ma grand-tante Lydie, qui quelques instants auparavant se lamentait de mon célibat, se redressait maintenant et tapotait ses cheveux argentés. « Amélie, ma chérie, tu ne vas pas nous présenter ton ami ?» Sa voix avait grimpé d'au moins une octave par rapport à son ton précédent. « Antoine, voici ma grand-tante Lydie. »« Tante Lydie, voici Antoine Laurent. »« Mon fiancé, » compléta-t-il, lui prenant la main et la serrant chaleureusement. « C'est un plaisir de rencontrer la famille d'Amélie. Elle parle souvent de vous. » Le mensonge était aimable mais complètement transparent pour moi. En 6 mois de relation, je n'avais mentionné ma famille que lorsque c'était nécessaire et jamais avec affection. Pourtant, Antoine, avec sa grâce sociale innée, charmait déjà ma grand-tante Lydie, qui ronronnait presque de plaisir. « Fiancée » s'exclama-t-elle. « Amélie, petite coquine, tu nous caches des choses. » Elle se tourna vers la table entière. « Avez-vous tous entendu ? Amélie est fiancée. » Et juste comme ça, la table 23, auparavant la Sibérie des placements de mariage, est devenue le centre de l'attention. Les parents qui avaient à peine reconnu mon arrivée trouvaient soudain des raisons de s'arrêter, leur visage arborant des expressions de surprise ravie qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer leurs calculs. De l'autre côté de la salle, j'ai vu ma mère figée en pleine conversation, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres alors qu'elle assimilait cette nouvelle. Même à distance, je pouvais lire la succession rapide d'émotions sur son visage, le choc, la confusion, et enfin, le plus révélateur, l'opportunité. Elle s'excusa auprès de son cercle et fonça vers notre table, interceptée brièvement par ma tante Marguerite, qui lui chuchota quelque chose d'urgent à l'oreille tout en faisant un geste dans notre direction.
Au moment où elles nous ont rejoints, les deux femmes s'étaient transformées en version radieuse et accueillante d'elles-mêmes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Amélie, s'extasia ma mère, m'embrassant avec un enthousiasme sans précédent. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu amenais quelqu'un de si spécial? Sans attendre de réponse, elle se tourna vers Antoine et lui tendit la main. Lise Lefebvre, la mère d'Amélie. Et voici ma belle-sœur, Marguerite. Antoine Laurent, répondit-il en leur serrant la main à toutes les deux. J'ai beaucoup entendu parler de la famille. Félicitations pour le magnifique mariage de votre fille, ajouta-t-il à l'adresse de tante Marguerite. Oh, merci, minauda tante Marguerite. Camille sera ravie de savoir qu'une personne de votre calibre assiste à son grand jour. Elle se pencha d'un air conspirateur. Je vous ai reconnu immédiatement, bien sûr. Votre travail en cybersécurité est révolutionnaire. Mon mari Robert est dans la finance. Je dois absolument vous le présenter. Comme s'il était attiré par l'odeur de l'argent, l'oncle Robert se matérialisa à notre table, un verre à la main et un sourire commercial fermement en place. Ai-je entendu mon nom? Robert Dubois, patriarche de la famille et fier père de Camille. Il serra vigoureusement la main d'Antoine. Formidable mariage, n'est-ce pas? On n'a pas regardé à la dépense pour ma petite fille. C'est certainement élégant, acquiesça Antoine, sa main trouvant la mienne sous la table et la serrant doucement, une reconnaissance silencieuse du spectacle qui se déroulait autour de nous. Je suis la croissance de bouclier quantique depuis des années, continua l'oncle Robert, bien que je sache pertinemment qu'il pouvait à peine utiliser sa messagerie électronique. Approche fascinante de la sécurité blockchain. J'ai quelques idées sur les applications potentielles dans le secteur bancaire traditionnel si cela vous intéresse. Si vous regardez cette vidéo et ressentez une gêne par procuration, croyez-moi, c'était 100 fois pire d'être là. La façon dont ma famille est passée du mépris au désespoir était à la fois une validation et écœurante. Comme tant d'entre vous qui commentez vos propres expériences avec l'amour familial conditionnel, j'assistais en temps réel à la rapidité avec laquelle leur discours changeait lorsque le statut et l'argent entraient en jeu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez entendre la suite où les choses prennent une tournure encore plus tordue. Je suis toujours ouvert aux nouvelles perspectives, répondit diplomatiquement Antoine. Mais ce soir, je suis juste ici pour soutenir Amélie et célébrer l'heureux événement de votre famille. Ma mère, qui planait anxieusement, saisit cette occasion pour affirmer son lien. Amélie a toujours été ma fille brillante, déclara-t-elle en posant une main possessive sur mon épaule. Je lui ai toujours dit, n'est-ce pas, ma chérie? Concentre-toi sur tes études. Vise les étoiles. Son père et moi avons tout sacrifié pour lui donner les meilleures opportunités. Cette réécriture de l'histoire était si effrontée que j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Le pouce d'Antoine traçait des cercles sur ma paume sous la table. Un geste apaisant qu'il avait appris m'aidait à me recentrer lorsque j'étais stressé. Vous devez être très fier, dit-il d'un ton neutre. Amélie est exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait. Son équipe chez Avenir Tech parle de son leadership en des termes élogieux. Vous êtes au courant de son travail, demanda ma mère, surprise. Bien sûr, répondit Antoine. Nous nous sommes rencontrés au sommet de l'innovation technologique à Nice. Sa présentation sur les protocoles de sécurité adaptatifs était le point culminant de la conférence. C'était une légère exagération. Nous nous étions rencontrés au bar après ma présentation, qui avait été bien accueillie, mais n'était pas le point culminant. Mais son soutien me réchauffa néanmoins. C'est bien notre Amélie, intervint l'oncle Robert. Toujours la tête de la famille. Nous savions qu'elle finirait par se faire des relations haut placées. L'implication était claire. Ma valeur pour la famille venait de monter en flèche, uniquement basée sur la personne avec qui je sortais. La transformation fut aussi rapide que transparente. Bientôt, la cousine Camille elle-même apparut, son irritation de mariée à peine dissimulée sous un sourire crispé. Amélie, tu aurais dû nous dire que tu amenais un invité si important. Nous t'aurions placé à la table d'honneur. Elle se tourna vers Antoine avec un charme étudié. Je suis Camille, la mariée. Nous sommes pratiquement des sœurs, Amélie et moi. Antoine, à son crédit, ne manqua pas un battement. Félicitations pour votre mariage. C'est une magnifique célébration. Merci, minauda-t-elle avant de se retourner vers moi, les yeux plissés. Mais je suis surprise que tu aies gardé tes fiançailles si secrètes, Amélie. Même pas une annonce à la famille.
Nous sommes des gens discrets, répondis-je simplement. Eh bien, vous devez absolument venir prendre des photos avec nous, insista Camille, bien que je remarquais que l'invitation était clairement destinée à Antoine plutôt qu'à moi. Grégoire adorerait vous rencontrer. Il est dans le capital risque, vous savez. Peut-être plus tard, déclina Antoine. Je viens d'arriver et je n'ai même pas eu la chance de vraiment discuter avec ma fiancée. Le terme possessif envoya une autre onde de choc parmi les parents assemblés. J'ai vu ma petite cousine Manon envoyer des textos frénétiquement, sans doute pour répandre la nouvelle à ceux qui n'étaient pas à portée de voix. Alors que Camille retournait à contre-cœur vers ses autres invités, j'ai regardé mes parents se disperser stratégiquement dans la réception, chacun planifiant clairement sa prochaine approche. Ma mère avait accaparé le photographe du mariage, arrangeant probablement des photos avec Antoine. L'oncle Robert était déjà en grande conversation avec le père de Grégoire, faisant des gestes dans notre direction. Tante Marguerite tapait furieusement sur son téléphone, googlant probablement la valeur nette d'Antoine. « Est-ce tout ce que tu attendais ?» murmura Antoine, ses yeux pétillants d'amusement. « Pire, admis-je. Je suis désolé de t'infliger ça. Ne le sois pas. C'est fascinant d'un point de vue anthropologique. » Il balaya la pièce du regard. « Bien que je sois surpris que ton père ne se soit pas encore approché. Il est probablement au bar, soupirai-je. Il trouve ces réunions de famille difficiles. » Comme par hasard, j'aperçus mon père qui nous observait de l'autre côté de la salle, son expression indéchiffrable. Contrairement aux autres, il ne fit aucun mouvement pour s'approcher, se contentant de lever légèrement son verre en signe de reconnaissance lorsque nos regards se croisèrent. Avant que je puisse décider d'aller vers lui, ma mère réapparut avec le photographe du mariage à sa suite. « Nous devons absolument prendre des photos du couple heureux, annonça-t-elle. Antoine, cela vous dérangerait terriblement ? C'est pour l'album de famille. » Alors que nous posions pour les photos, des photos que je savais n'avoir jamais été prévues avant l'arrivée d'Antoine, j'ai ressenti un malaise croissant. Ce n'était plus simplement amusant. Cela révélait quelque chose de laid sur ma famille, et par extension sur le monde dans lequel Antoine naviguait quotidiennement. Les gens ne le voyaient pas, lui. Ils voyaient ce qu'il représentait, tout comme ma famille ne m'avait jamais vu, moi. Le photographe nous a positionnés près du gâteau de mariage orné, demandant à Antoine de se rapprocher, de mettre son bras autour de moi. Ma mère planait à proximité, dirigeant la séance photo avec une autorité croissante. Peut-être qu'Amélie pourrait porter mon collier de diamants pour les photos, suggéra-t-elle, défaisant déjà la pièce ostentatoire que Gauthier lui avait offerte pour leur anniversaire. Ça irait très bien avec sa robe. Ses boucles d'oreilles en jade sont parfaites, intervint doucement Antoine. Les héritages familiaux ont plus de sens que les bijoux empruntés, vous ne trouvez pas ? La réprimande subtile fit taire ma mère momentanément. Alors que le photographe continuait de prendre des photos, Antoine me chuchota à l'oreille, « Ça va ? On peut partir si c'est trop. » En levant les yeux vers son expression inquiète, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant que ma famille voyait des signes d'euro, Antoine me voyait, moi, comme il l'avait toujours fait. Le contraste ne pouvait être plus frappant. « Ça va », l'assurai-je. En fait, je vais mieux que bien. Pour la première fois à un événement familial, j'ai l'impression d'avoir un allié. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est à quel point ce sentiment de validation se transformerait en trahison au fur et à mesure de la soirée, et à quel point j'aurais besoin de cette alliance quand je découvrirais ce que ma famille disait vraiment dans notre dos. Le dîner a été servi peu après l'arrivée d'Antoine, mais la nourriture était clairement secondaire par rapport à l'opportunité de réseautage que ma famille percevait. Le coordinateur du mariage a dû demander à plusieurs reprises aux gens de retourner à leurs places assignées alors qu'un flot constant de parents trouvait des excuses pour visiter la table 23. Mon cousin au 3e degré, Julien, qui avait ignoré mes 3 dernières cartes d'anniversaire, se souvint soudain de nos étés d'enfance ensemble au lac d'Annecy. « Tu te souviens comment on attrapait des grenouilles près du ponton, Amélie ? C'était le bon temps. » Dis, mon fils postule à des programmes d'ingénierie cet automne. Tu pourrais peut-être glisser un mot quelque part ? Ma tante Viviane, qui avait un jour dit à ma mère que j'étais trop opiniâtre pour faire une bonne épouse, ne cessait maintenant de louer mon esprit indépendant. J'ai toujours dit à Lise qu'Amélie trouverait sa voie. Certaines fleurs éclosent plus tard, mais de manière plus spectaculaire, n'est-ce pas, Antoine ? Même les cousins adolescents qui s'étaient moqués de moi plutôt traînaient maintenant dans le coin,
mentionnant de manière pas si subtile leur compte Instagram et leur chaîne YouTube au cas où quelqu'un serait intéressé à soutenir de jeunes créateurs. L'oncle Robert, comme on pouvait s'y attendre, était le plus transparent. Après son 3e passage à notre table, il abandonna finalement toute prétention de conversation décontractée et sortit une carte de visite de la poche de sa veste. Antoine, je repensais à notre discussion de tout à l'heure. Mon cabinet est toujours à la recherche d'opportunités d'investissement innovantes. Il fit glisser la carte sur la table. Je suis spécialisé dans la gestion de portefeuilles à haute valeur nette. Peut-être pourrions-nous déjeuner la semaine prochaine. C'est moi qui invite, bien sûr. Je demanderai à mon assistant de vous contacter, répondit Antoine sans s'engager, empochant la carte sans la regarder. Ma mère s'était autoproclamée le guide personnel d'Antoine pour la famille, le paradant comme un trophée qu'elle avait obtenu grâce à une éducation parentale supérieure. Antoine, vous devez absolument rencontrer ma cousine Éléonore. Elle est au conseil d'administration de l'orchestre symphonique. Oh, et voici le collègue de Gauthier de la société de promotion immobilière. Il commence la construction de résidences de luxe à la Défense le mois prochain. J'ai observé cette performance avec un malaise croissant, me souvenant de toutes les fois où elle avait rejeté mes réalisations comme étant insignifiantes. Maintenant, elle utilisait ma relation pour élever son propre statut social, réécrivant notre histoire à chaque présentation. J'ai toujours encouragé les ambitions d'Amélie, l'ai-je entendu dire à un invité impressionné. Je savais qu'elle était destinée à de grandes choses. L'intuition d'une mère, vous savez. Antoine, à son crédit, a gardé son sang-froid tout au long de ce défilé, mais je pouvais voir son sourire devenir plus figé au fil de la soirée. Pendant un bref moment seul, alors que le dessert était servi, il se pencha près de mon oreille. « Le mari de ta cousine ne te quitte pas des yeux depuis 20 minutes, murmura-t-il. Dois-je m'inquiéter ? J'ai jeté un coup d'œil pour voir Grégoire, le nouveau mari de Camille, me regarder en effet avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Ça, c'est nouveau, admis-je. Il a à peine reconnu mon existence pendant la fête de fiançailles. Comme s'il était attiré par notre attention, Grégoire s'approcha de notre table, une coupe de champagne à la main. Amélie, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter, dit-il, son regard oscillant entre Antoine et moi avec un intérêt calculé. Tu as l'air différente ce soir. Le mariage te va bien, Grégoire, répondis-je de manière pointue. Camille doit t'occuper avec le déménagement dans votre nouvelle maison. La maison ? Oui, dit-il vaguement, son attention clairement ailleurs. Antoine, je suis l'expansion de boucliers quantiques sur les marchés asiatiques. Stratégie brillante. J'ai quelques idées sur les synergies potentielles avec les biens immobiliers de ma famille à Monaco si cela vous intéresse. La conversation qui suivit fut une tentative transparente d'établir une connexion commerciale, Grégoire reconnaissant à peine ma présence alors qu'il était ostensiblement venu pour me parler. Après son départ, promettant de poursuivre cette discussion bientôt, Antoine a haussé un sourcil. C'est toujours comme ça avec ta famille. Non, dis-je honnêtement. D'habitude, ils m'ignorent complètement, sauf s'ils ont besoin d'une assistance technique. Cette version est nouvelle. De l'autre côté de la salle, j'ai repéré mes jeunes cousines, Emma et Sophie. Autrefois des amies proches pendant l'enfance, mais distantes depuis que leur mère avait décidé que j'étais une influence douteuse. Maintenant, elles planaient à proximité, rassemblant clairement leur courage pour s'approcher. Amélie, appela finalement Emma, s'approchant avec Sophie. Tu nous as manqué aux réunions de famille ces derniers temps. J'ai assisté à tous les événements majeurs, fis-je remarquer. Nous étions à la même table pour le nouvel an il y a 3 mois. Eh bien, on n'a pas vraiment parlé, rectifia Sophie. Tu sais comment c'est avec les fêtes de famille, tellement de monde. Bref, on se demandait si tu pouvais nous aider avec quelque chose. Emma vient d'obtenir son diplôme en marketing et je termine mon programme en école de commerce le semestre prochain. On a entendu dire qu'Avenir Tech avait un programme de stage incroyable. La demande était si prévisible que j'ai failli rire. Le processus de candidature est en ligne. C'est assez compétitif. Mais tu pourrais sûrement glisser un bon mot, insista Emma. Connexion familiale et tout ça. Avant que je puisse répondre, une autre cousine s'est approchée. Léa, la fille de tante Marguerite, qui avait rendu mon adolescence particulièrement misérable avec ses comparaisons constantes et ses pics subtils. Amélie, il faut absolument qu'on se rattrape, s'extasia-t-elle,
ignorant complètement Emma et Sophie. Ça fait une éternité depuis notre virée shopping. Nous n'avions jamais fait de shopping ensemble, pas une seule fois. Antoine, je ne pense pas qu'on ait été présenté correctement, continua-t-elle, tendant la main avec un sourire étudié. Léa Dubois, la sœur de Camille et la cousine préférée d'Amélie quand on était petite. On était inséparables. La réécriture de l'histoire devenait de plus en plus créative de minute en minute. En réalité, Léa avait un jour accidentellement renversé du punch sur ma robe à sa fête de 18 ans après que j'ai reçu des compliments de son béguin. C'est drôle, Amélie ne vous a jamais mentionné, répondit Antoine avec un sourire agréable qui n'atteignit pas ses yeux. L'expression de Léa vacilla un instant avant qu'elle ne se reprenne. Oh, c'est bien notre Amélie. Toujours si secrète. On devrait organiser un week-end entre cousins bientôt pour se rattraper. Mon mari vient d'acheter un bateau. Peut-être que vous pourriez vous joindre à nous pour une sortie. Les invitations se sont poursuivies tout au long de la soirée, chacune plus transparente que la précédente. Des parents qui évitaient auparavant mon regard revendiquaient maintenant des liens profonds et des souvenirs partagés qui n'avaient jamais existé. Le deuxième mari de ma mère, Gauthier, qui avait à peine toléré ma présence dans leur maison, avait soudain toujours considéré Amélie comme la fille que nous n'avons jamais eue. Alors que le gâteau était coupé et que la danse commençait, Antoine et moi nous sommes retirés dans un coin relativement calme de la salle de bal. Le spectacle constant m'avait épuisé, et je me suis appuyé contre son épaule, trouvant du réconfort dans sa présence solide. Je suis désolé, dis-je doucement. C'est exactement la raison pour laquelle j'hésitais à t'introduire dans ce monde. Ne t'excuse pas, répondit-il en me caressant doucement les cheveux. Si quoi que ce soit, cela m'aide à mieux te comprendre. L'armure que tu portes, la façon dont tu remets en question les louanges. Tout prend son sens maintenant. Sur la piste de danse, je pouvais voir divers membres de la famille nous observer, élaborant clairement leur prochaine approche. Le calcul dans leurs yeux était sans équivoque. Le même regard que j'avais vu diriger vers des clients fortunés lors des collectes de fonds caritatives de ma mère. Ils ne nous voient pas comme des personnes, réalisais-je à voix haute. Pour eux, nous ne sommes que des ressources potentielles à exploiter. Ce n'est pas rare, dit Antoine avec la lassitude de l'expérience. Après mon introduction en bourse, des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis l'enfance se sont soudain souvenus de mon anniversaire. La brute de mon école primaire m'a contacté pour s'excuser et me présenter sa start-up dans le même email. L'orchestre a commencé à jouer un slow, et Antoine s'est levé en m'offrant sa main. Danse avec moi. Ça pourrait tenir les vautours à distance pendant quelques minutes. Alors que nous dansions ensemble, j'ai senti le poids de dizaines d'yeux suivre notre mouvement. Camille regardait avec une irritation à peine dissimulée. Son grand jour était devenu, d'une manière ou d'une autre, celui de la relation de quelqu'un d'autre. Ma mère rayonnait d'une fierté qu'elle n'avait pas méritée, planifiant déjà comment tirer parti de cette connexion dans ses cercles sociaux. Ils n'arrêteront jamais maintenant, murmurai-je contre l'épaule d'Antoine. Une fois qu'ils sauront pour toi, pour nous, ils continueront à venir avec des demandes et des attentes. Laisse-les faire, dit-il simplement. Nous fixerons des limites ensemble. L'important, c'est que nous nous voyons clairement, même si eux ne le font pas. Ces mots me réconfortèrent. Mais en regardant les attitudes transformées de ma famille, je ne pouvais me défaire d'un sentiment de malaise croissant. Ces gens partageaient mon sang, mais n'avaient jamais partagé mes joies ou mes peines. Maintenant, ils voulaient partager la richesse et les relations d'Antoine, réécrivant notre histoire pour justifier leur intérêt soudain. Ce que je ne savais pas alors, c'est que leur performance était encore plus calculée que je ne le réalisais, et que la vérité de leurs intentions serait bientôt révélée de la manière la plus douloureuse possible. La réception battait son plein, la piste de danse bondait d'invités de plus en plus désinhibés à mesure que le bar ouvert faisait son effet. Antoine avait été accaparé par Grégoire et plusieurs parents masculins près du bar, tous désireux de discuter d'opportunités d'investissement et d'échanger des cartes de visite. Je m'étais excusé pour trouver un moment de paix, me dirigeant vers la terrasse pour prendre l'air. Le couloir menant à l'extérieur passait devant le salon des dames, et en approchant, j'ai entendu des voix familières flottant à travers la porte entr'ouverte. J'ai ralenti mes pas, quelque chose dans leur ton me faisant hésiter. Une véritable mine d'or, disait ma tante Marguerite, sa voix légèrement pâteuse à cause du champagne. Tu as vu comment il la regarde ? Complètement épris. Amélie se rend enfin utile à la famille. Je me suis figé,
ma main agrippant le mur pour me soutenir. J'ai failli tomber quand je l'ai vu entrer, répondit la voix de ma mère. Antoine Laurent. Tu sais à combien est évaluée son entreprise? Des milliards avec un B. Et Amélie n'a jamais dit un mot. Comportement égoïste typique, le gardant pour elle toute seule. Au moins, elle l'a piégé avant qu'il ne réalise qu'il pouvait trouver mieux, ajouta une autre voix. Léa, pensai-je. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'il lui trouve. Ce n'est même pas la plus jolie de la famille. Leurs rires me transpercèrent comme du verre, mais je suis resté cloué sur place, incapable de m'éloigner. Gauthier est déjà en train de planifier comment l'approcher pour investir dans le nouveau projet, continua ma mère. Antoine est exactement le genre de contact dont nous avons besoin pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur. J'ai dit à Gauthier que nous devrions les inviter à dîner la semaine prochaine. Bonne chance avec ça, se moqua tante Marguerite. Tu sais comment est Amélie. Toujours à se tenir à l'écart de la famille. Elle ne le partagera probablement pas facilement. Elle finira par céder, dit ma mère avec confiance. Je suis sa mère, après tout. Et si elle veut avoir une relation avec cette famille à l'avenir, elle apprendra à être généreuse. C'est le moins qu'elle puisse faire après tout ce que nous avons fait pour elle. J'ai presque ri de l'absurdité de cette déclaration. Que avait-il fait exactement pour moi, à part des années de critiques et de négligence émotionnelle? Camille est furieuse, d'ailleurs, ajouta Léa. Elle dit qu'Amélie a délibérément éclipsé son mariage en l'amenant sans prévenir. Tu aurais dû voir sa tête quand le photographe n'arrêtait pas de demander des photos de Monsieur Laurent et de sa fiancée. Camille s'en remettra, rejeta tante Marguerite. Surtout quand le fiancé milliardaire d'Amélie deviendra une ressource familiale. Je pense déjà que nous devrions organiser une réunion de famille dans notre maison au bord du lac cet été. L'occasion parfaite de renforcer les liens. Robert a de grands projets, continua-t-elle en baissant légèrement la voix. Il travaille déjà sur une proposition pour qu'Antoine investisse dans son nouveau fonds. Il dit qu'avec un soutien comme Laurent, il pourrait enfin se développer comme il l'a toujours voulu. Et le père d'Amélie, demanda quelqu'un. La mère de Manon, pensai-je. Jacques est dans le coup aussi? Ma mère rit avec dérision. Il peut à peine se maintenir à flot. Mais je ne serais pas surpris s'il a déjà demandé un prêt à Antoine. Il est toujours à la recherche d'une aumône. L'injustice de cette accusation a fait bouillir mon sang. Mon père ne m'avait jamais demandé d'argent. Je le lui avais offert, voyant sa lutte, et contrairement au vautour dans la salle de bain, il avait toujours montré un intérêt sincère pour ma vie et ma carrière, même quand il ne comprenait pas tout. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait décroché quelqu'un comme Antoine Laurent, s'émerveilla Léa. Quelle a été sa technique, à votre avis? Elle n'est pas vraiment du genre chaleureux et féminin que les hommes recherchent habituellement. Les implications grossières de ces mots flottaient dans l'air, suivies de ricanements. Quoi qu'elle ait fait, elle devrait donner des leçons, plaisanta tante Marguerite. J'ai encore 2 filles à marier, et un gendre milliardaire aiderait certainement avec les frais d'adhésion au country club. Plus de rire, plus de verre qui teinte. Je suis resté figé, chaque mot cimentant une froide prise de conscience dans ma poitrine. Il n'était pas seulement opportuniste. Il planifiait activement d'exploiter ma relation. On devrait y retourner avant qu'il ne remarque notre absence, dit finalement ma mère. Gauthier est censé présenter Antoine à ses partenaires de golf. Il cherche toujours de nouveaux membres au club. Et je dois m'assurer que Robert ne boit pas trop avant de faire son pitch d'investissement. Tante Marguerite était d'accord. J'ai entendu du mouvement et je me suis rapidement retiré dans le coin, me pressant contre le mur alors qu'elles sortaient des toilettes. Quand leurs voix se sont estompées dans le couloir, je me suis glissé dans le salon maintenant vide et je me suis enfermé dans une cabine, les mains tremblantes. Le pire n'était pas leur complot ou même leurs insultes. C'était la confirmation que rien n'avait changé. Pour eux, j'étais toujours la même Amélie décevante, seulement maintenant avec un atout de valeur attaché. Ils ne voyaient pas mon bonheur ou ma relation, juste une opportunité de faire avancer leurs propres intérêts. Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de ruiner mon maquillage, de savoir qu'ils m'avaient encore blessé. J'ai pris de profondes respirations, comptant lentement, comme j'avais appris à le faire pendant les crises de panique à l'université. Quand je me suis senti assez stable, j'ai vérifié mon apparence dans le miroir, j'ai remis mon rouge à lèvres et j'ai redressé les épaules. Je traverserai cette soirée avec dignité.
Ensuite, Antoine et moi discuterions de la façon de gérer ma famille à l'avenir. Nous avions des options. Nous pourrions. La porte des toilettes s'est ouverte et Camille est entrée, s'arrêtant net en me voyant. Son visage parfaitement maquillé se crispa d'une irritation à peine dissimulée. « Te voilà. Ton fiancé te cherche. » Elle a souligné le mot fiancé avec une subtile moquerie. « Sacrée surprise pour tout le monde, tes fiançailles. C'est drôle comme tu n'en as jamais parlé avant ce soir. » « C'était privé, » répondis-je d'un ton égal. « Tout n'a pas besoin d'être une annonce publique, n'est-ce pas ? » « Peut-être, » dit-elle en examinant sa manucure, « mais certains pourraient voir le fait de l'amener à mon mariage sans prévenir comme une tentative délibérée de voler la vedette. » « Ce n'était pas mon intention, » dis-je sincèrement. « Et encore félicitations pour ton mariage. » Grégoire semble attentionné. Ses yeux se plissèrent à mon choix de mots prudents. Nous savions toutes les deux que son nouveau mari avait passé plus de temps à réseauter qu'à célébrer leur union ce soir. « Garde juste ton petit ami milliardaire loin de mon mari, » dit-elle sèchement. Grégoire n'a pas besoin d'être distrait par des discussions d'affaires pendant notre mariage. L'hypocrisie était stupéfiante. Grégoire avait été celui qui poursuivait Antoine sans relâche toute la soirée. Je ferai savoir à Antoine que tu préférerais qu'il se concentre sur la célébration de ton grand jour, répondis-je avec une douceur délibérée. Alors que je m'apprêtais à partir, Camille me bloqua légèrement le passage. Encore une chose, Amélie. Quand la famille commencera à demander des faveurs, et ils le feront, souviens-toi de qui a été là pour toi toutes ces années et de qui ne l'a pas été. La loyauté, ça compte. La menace était à peine voilée, et je sentis une bouffée de colère consumer le peu de patience qui me restait. Oui, ça compte, acquiesçai-je tranquillement. C'est pourquoi je me souviens exactement de qui était là quand j'avais besoin de soutien et de qui n'est apparu que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. Je la contournai et sortis, mon cœur battant la chamade, mais ma détermination se renforçant à chaque pas. La famille que j'avais passé des années à essayer de satisfaire venait de montrer son vrai visage de la manière la plus sans équivoque possible. Aucune réussite ne serait jamais suffisante. Ils augmenteraient simplement le prix de l'extraction. En rentrant dans la salle de bal, j'ai repéré Antoine immédiatement, sa grande silhouette se détachant parmi mes parents, qui avaient formé un cercle avide autour de lui. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce, et le soulagement sincère sur son visage quand il m'a vu contraster vivement avec les expressions calculatrices qui l'entouraient. Je me suis dirigé vers lui, chaque pas ressemblant à une décision. La conversation que j'avais surprise avait changé quelque chose de fondamental. Pas seulement sur la façon dont je voyais ma famille, mais sur la façon dont je me voyais moi-même et les choix que j'avais faits. Antoine s'est excusé auprès du groupe et m'a rejointe à mi-chemin, l'inquiétude évidente dans son expression. « Ça va ? Tu es parti un moment. » J'ai pris une profonde inspiration, levant les yeux vers l'homme qui avait vu de la valeur en moi bien avant de connaître ma famille ou leurs opinions. « Non, dis-je honnêtement, mais ça ira. Il faut qu'on parle. » Antoine me guida vers une alcôve tranquille près des portes de la terrasse, sa main chaude contre le bas de mon dos. La musique et le brouhaha s'estompèrent légèrement alors que nous nous éloignions de la zone principale de la réception. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il, sa voix basse d'inquiétude. J'ai hésité, tiraillé entre le désir de me décharger et celui de le protéger de la laideur que j'avais découverte. J'ai surpris une conversation de certains membres de la famille dans les toilettes, ai-je finalement admis. À notre sujet. À ton sujet, plus précisément. Son expression ne changea pas. Laisse-moi deviner. Il discutait de la meilleure façon de tirer parti de ta relation avec moi pour un gain financier. La précision de son évaluation me surprit. Comment le savais-tu ? Parce que pendant ton absence, ton oncle m'a accaparé avec une proposition d'investissement bancal qui aurait essentiellement canalisé de l'argent directement sur ses comptes personnels, expliqua Antoine tranquillement. Et le mari de ta cousine a suggéré que je pourrais vouloir prendre part à son prochain projet, qui semble consister entièrement en une idée qu'il a griffonnée sur une serviette en papier. Il se frotta légèrement la tempe. Oh, et le mari de ta mère a mentionné qu'il pourrait nommer une aile de leur prochain complexe immobilier après moi si j'étais intéressé à devenir un investisseur fondateur. Quand j'ai posé des questions sur les rendements projetés, il m'a assuré que ce n'était pas quelque chose dont je devais m'inquiéter. Mon visage brûlait de honte. Antoine, je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû. Ne t'excuse pas pour eux, interrompit-il doucement. Ce n'est pas un reflet de toi.
De plus, ce n'est rien que je n'ai déjà rencontré. Le succès attire les opportunistes. C'est presque une loi de la nature. Qu'ont-ils dit, demandai-je, redoutant la réponse mais ayant besoin de savoir. Dans les toilettes, je veux dire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai raconté la conversation aussi précisément que possible, en essayant de garder ma voix stable malgré la douleur qui ressurgissait en répétant leurs mots. L'expression d'Antoine s'assombrit progressivement, sa mâchoire se crispant alors que je décrivais leur plan d'utiliser notre relation comme une ressource familiale. Ils m'ont appelé leur gagne-pain, ai-je conclu, les mots amers sur ma langue. Ma propre mère est déjà en train de planifier comment extraire la valeur maximale de notre relation. Antoine resta silencieux un moment, ses yeux suivant mes parents alors qu'ils circulaient dans la réception. Tu sais ce qui est intéressant, dit-il finalement. Pas une seule personne ce soir ne m'a demandé ce qui te rend spécial, ce que j'aime chez toi. Ils sont tellement concentrés sur ce que je vaux qu'ils ont complètement manqué qui tu es. La simple observation fit monter des larmes inattendues à mes yeux. Ils ont toujours été comme ça, murmurai-je. J'espérais juste qu'un jour ça changerait. Antoine prit mes mains dans les siennes, son expression sérieuse. Amélie, je pense que nous devrions partir. Cet environnement est toxique, et tu mérites mieux que d'être traité comme un conduit vers la richesse plutôt que comme une personne à célébrer. La suggestion était tentante, si tentante que j'ai failli accepter immédiatement. Mais des années de dynamique familiale compliquée m'ont fait hésiter. Si nous partons maintenant, ça va faire une scène, dis-je. Camille pense déjà que j'essaie de lui voler la vedette. Franchement, je me fiche de ce que pense Camille, répondit Antoine, une rare pointe d'agacement dans sa voix. Je me soucie de toi et du fait que tu es blessé par des gens qui devraient te protéger. Sa protection me réchauffa, mais je me sentais partagé. Malgré tout, ces gens étaient de ma famille. Le conditionnement à maintenir l'harmonie familiale, à éviter les scènes publiques, était profond. C'est compliqué, essayai-je d'expliquer. Il y a une histoire ici qui remonte à des décennies. Partir de façon spectaculaire pourrait faire du bien sur le moment, mais ça pourrait endommager de façon permanente des relations qui pourraient encore être sauvées. Antoine m'étudia un long moment. Puis-je te poser une question? Et je veux que tu réfléchisses vraiment avant de répondre. Il attendit mon hochement de tête avant de continuer. Que perdrais-tu exactement si ces relations étaient endommagées? D'après ce que j'ai vu ce soir et ce que tu m'as dit précédemment, ces liens semblent te causer plus de douleur que de joie. Ces questions frappaient au cœur de mon dilemme. À quoi me raccrochais-je? Des souvenirs de moments d'enfance où les choses étaient plus simples. L'espoir qu'un jour il me verrait pour qui j'étais. Les attentes culturelles de dévotion filiale qui m'avaient été inculquées depuis la naissance. Je me souviens quand j'avais 8 ans, dis-je lentement, le souvenir refaisant surface de manière inattendue. Mon père m'a emmené au palais de la découverte, juste nous deux. C'était avant le jeu, avant que tout ne s'effondre. Il m'a laissé explorer chaque exposition, sans jamais me presser. Quand je me suis enthousiasmé pour l'exposition sur la programmation informatique, il ne m'a pas dit que c'était pour les garçons ou que je devrais me concentrer sur autre chose. Il m'a juste regardé comprendre et a dit qu'il était fier. J'ai ravalé mes larmes. Il y a eu de bons moments. Pas beaucoup, mais ils ont existé. Je suppose que j'ai attendu que ces versions de ma famille reviennent. L'expression d'Antoine s'adoucit. Les gens que nous aimons sont complexes. Ils peuvent nous blesser profondément et avoir encore des moments de connexion sincère. La question est de savoir si ces moments suffisent à justifier la poursuite de schémas qui te causent de la douleur. Alors que nous étions là, j'ai vu mon père de l'autre côté de la salle nous regarder avec cette même expression indéchiffrable de tout à l'heure. Contrairement aux autres, il avait gardé ses distances toute la soirée, ne faisant aucune tentative pour approcher Antoine ou s'immiscer dans nos conversations. Mon père n'a pas essayé de t'utiliser, notai-je, plus pour moi-même que pour Antoine. Non, il ne l'a pas fait, acquiesça Antoine. Il est le seul à avoir gardé ses distances, en fait. Choix intéressant pour un homme qui aurait prétendument besoin d'aide financière. L'observation m'a frappé comme étant significative. Malgré ses difficultés financières, mon père avait montré plus d'intégrité ce soir que des parents qui vivaient dans le luxe. Le téléphone d'Antoine a vibré, et il y a jeté un bref coup d'œil avant que son expression ne change. Amélie, je dois te dire quelque chose. Pendant que tu étais partie,
j'ai entendu ton oncle et ta tante discuter de leur projet d'annoncer nos fiançailles à tout le monde pendant le discours, sans nous consulter. Ils n'oseraient pas, dis-je, bien que je sache immédiatement qu'ils le feraient absolument. Ils ont déjà parlé au DJ pour qu'il leur donne le micro après le discours du témoin, confirma Antoine. Apparemment, ils veulent transformer nos fiançailles en une célébration familiale, une qui établit commodément leur lien avec moi devant tous leurs amis et associés. L'audace était à couper le souffle. Non seulement ils prévoyaient de détourner le mariage de Camille avec notre annonce, mais ils le faisaient sans même nous le demander, traitant notre relation comme un bien commun à exploiter pour le capital social. Donc, nous avons le choix, continua Antoine. Nous pouvons partir maintenant et éviter toute la situation. Nous pouvons rester et les laisser faire l'annonce, récompensant ainsi leur comportement. Ou, l'incitai-je quand il fit une pause. Un léger sourire se dessina au coin de sa bouche. Ou nous pouvons prendre le contrôle du récit nous-mêmes. Quelque chose dans son ton me fit me redresser. À quoi penses-tu ? Je pense qu'il est temps que ta famille apprenne qui tu es vraiment et ce qu'ils ont manqué en te traitant comme une pensée après coup toutes ces années. Il me serra doucement les mains. Mais c'est ta décision. Ce sont tes parents, et tu devras faire face aux conséquences bien après ce soir. J'ai regardé la réception, ma mère charmant un associé d'Antoine qu'elle avait réussi à identifier et à accaparer, l'oncle Robert montrant quelque chose sur son téléphone à un groupe d'auditeurs impressionnés, tante Marguerite nous observant avec des yeux calculateurs de l'autre côté de la salle. Puis j'ai regardé Antoine, qui ne m'avait jamais rien demandé en 6 mois, sauf l'honnêteté et le partenariat. La décision s'est cristallisée avec une clarté surprenante. Faisons-le, dis-je. Reprenons le contrôle du récit. Ce que je ne savais pas, c'est que la confrontation que nous étions sur le point d'initier allait découvrir des secrets de famille bien plus profonds que je ne l'avais imaginé. Des secrets qui allaient modifier de façon permanente ma compréhension de la loyauté, de la trahison et de ce que signifie vraiment être une famille. Si vous avez déjà atteint ce point de rupture avec des membres de famille toxiques, vous connaissez le mélange d'effroi et de libération que je ressentais. La partie suivante de cette histoire révèle à quel point la tromperie familiale peut être profonde et le moment où j'ai finalement trouvé ma voie. Comme tant d'entre vous qui ont partagé des expériences similaires dans les commentaires, parfois la chose la plus forte que nous puissions faire est de nous défendre, même si cela signifie affronter les personnes qui étaient censées nous aimer inconditionnellement. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la partie la plus satisfaisante de cette histoire de karma familial. Antoine et moi sommes retournés à la réception avec un objectif. Notre plan, simple mais potentiellement explosif, nous allions aborder l'opportunisme directement plutôt que de le laisser continuer sans contrôle. En nous approchant de notre table, j'ai remarqué mon père qui nous observait depuis sa position relativement isolée près du bar, le seul membre de la famille qui n'avait pas tenté de capitaliser sur la présence d'Antoine. Le DJ a annoncé la découpe du gâteau, attirant les invités vers l'élaborante création à 5 étages au centre de la pièce. Antoine m'a serré la main de manière rassurante alors que nous nous joignions à la foule. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il. J'ai hoché la tête, ma résolution se renforçant en regardant mes parents se bousculer pour se positionner, non pas pour voir les mariés, mais pour se tenir près de nous pour les photos inévitables. Après que Camille et Grégoire eurent accompli le traditionnel partage du gâteau, l'oncle Robert s'est emparé du micro du DJ avec une autorité bien rodée. Pendant que nous sommes tous réunis, tonate-t-il, notre famille a une autre merveilleuse annonce à partager en cette joyeuse occasion. Plusieurs invités semblaient confus, et j'ai vu l'expression de Camille se crisper d'irritation. Elle n'avait clairement pas été consultée sur cet ajout à son programme de mariage. Avant que l'oncle Robert puisse continuer, Antoine s'est avancé avec aisance. Si vous le permettez, Robert, je pense qu'Amélie et moi devrions partager nos propres nouvelles. Surpris mais ravi de l'opportunité de solidifier publiquement son lien avec Antoine, l'oncle Robert lui a tendu le micro d'un geste large. Bien sûr, l'homme de la soirée. Antoine l'a remercié et s'est tourné pour s'adresser à l'assemblée. Sa voix, confiante mais pas ostentatoire. Tout d'abord, je veux féliciter Camille et Grégoire pour leur magnifique mariage. Trouver un véritable partenariat est précieux, et cela doit être célébré. Il a fait une pause, souriant au couple avec une chaleur sincère. Amélie et moi espérions garder nos nouvelles secrètes aujourd'hui pour éviter de détourner l'attention des mariés, mais comme il semble que le mot se soit répandu, il a pris ma main, m'attirant à ses côtés. Oui, nous sommes fiancés. Cela fait 6 mois merveilleux ensemble. Un murmure d'excitation a parcouru la foule. 6 mois ?
La chronologie révélait que notre relation était établie bien avant la révélation de ce soir. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, continua Antoine, c'est comment Amélie et moi nous sommes rencontrés. J'aimerais partager cette histoire si vous me le permettez un instant. Il a alors raconté notre rencontre à la conférence technologique, en soulignant mes réalisations professionnelles et la connexion intellectuelle immédiate que nous avions formée. Pendant qu'il parlait, j'ai observé les expressions de mes parents, certains montrant de la surprise en entendant parler de ma réussite professionnelle, d'autres devenant mal à l'aise alors qu'Antoine brossait un portrait de moi complètement à l'opposé du récit familial. Ce qui m'a attiré chez Amélie, ce n'était pas seulement son esprit brillant, dit-il, sa voix s'adoucissant. C'était son intégrité, son engagement indéfectible à soutenir ce qu'elle aime, souvent sans reconnaissance ni remerciement. Son regard se déplaça subtilement vers mon père, qui écoutait attentivement. Elle m'a appris que la vraie famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui est à vos côtés quand ça compte. J'ai senti une boule se former dans ma gorge alors qu'Antoine me tendait le micro. Cela ne faisait pas partie de notre plan, mais j'ai compris le cadeau qu'il me faisait, la chance de dire ma vérité après des années de silence. Merci à tous pour votre intérêt soudain pour ma relation, commençai-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Il a été instructif de voir à quelle vitesse les perceptions peuvent changer. J'ai pris une profonde inspiration, sentant des décennies d'émotions refoulées remonter à la surface. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai gardé mes fiançailles privées, la réponse est simple. Je voulais protéger quelque chose de précieux contre le fait d'être traité comme une transaction. Le visage de ma mère a pâli et tante Marguerite s'est agitée mal à l'aise. J'ai passé des années à essayer d'obtenir l'approbation de cette famille, ai-je continué. Réalisation, éducation, succès professionnel. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance parce que je ne suivais pas le chemin attendu. Ce soir a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, que l'acceptation dans cette famille est conditionnelle, basée non pas sur qui vous êtes, mais sur ce que vous pouvez fournir. Un silence tendu s'est abattu sur la réception. Du coin de l'œil, j'ai vu mon père se rapprocher, son expression indéchiffrable. Ce que vous ne savez peut-être pas, dis-je, regardant directement l'oncle Robert, c'est qu'Antoine vient d'un milieu modeste, un peu comme le mien. Son succès n'a pas été hérité ou obtenu par le mariage, il a été gagné par l'intelligence et le travail acharné, des qualités que cette famille a constamment sous-évaluées. Antoine a repris doucement le micro, sa main me soutenant à la taille. Puisque nous mettons les choses au clair, il y a quelques points qui devraient être abordés, dit-il calmement. Premièrement, pour dissiper toute idée fausse, j'ai une politique stricte contre l'investissement dans les entreprises familiales, quelle que soit la famille. Le visage de l'oncle Robert s'est visiblement décomposé, tandis que plusieurs autres parents se sont agités nerveusement. Deuxièmement, continua Antoine, contrairement à ce que certains pourraient croire, Amélie ne m'a jamais demandé une seule fois une aide financière, pour elle-même ou pour qui que ce soit d'autre. Son indépendance est l'une des nombreuses qualités que j'admire chez elle. Il fit une pause, son expression devenant plus sérieuse. Et enfin, quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde ici, le lieu du mariage d'aujourd'hui. Des murmures se sont répandus dans la foule alors que la confusion se lisait sur de nombreux visages. Il y a 6 mois, quand Amélie a mentionné que sa cousine avait du mal à réserver le Ritz pour son mariage après une annulation de dernière minute, j'ai passé quelques coups de fil. Antoine a révélé, le don anonyme qui a couvert la différence entre le lieu d'origine et celui-ci ne venait pas d'un ami de la famille comme on vous l'a dit. Il venait de moi, à la demande d'Amélie. Des exclamations et des chuchotements ont éclaté. La bouche de Camille s'est ouverte de choc alors qu'elle me fixait. Amélie ne voulait pas de reconnaissance, expliqua Antoine. Elle voulait que sa cousine ait le mariage de ses rêves malgré leur relation compliquée. C'est le genre de personne qu'elle est. Généreuse sans attente de retour. Ma mère s'est avancée, son sang-froid se fissurant. Amélie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous aurions pu remercier correctement. Parce que ce n'était pas une question de gratitude, l'interrompis-je, reprenant le micro. C'était une question de faire quelque chose de gentil sans en faire une monnaie d'échange social. Quelque chose que cette famille semble avoir oublié être possible. Avant que quiconque puisse répondre, mon père s'est enfin approché, s'arrêtant à une distance respectueuse de nous. Il y a autre chose qu'ils ne savent pas, dit-il tranquillement, sa voix portant toujours dans le silence stupéfait. Quelque chose qu'il est temps de partager, je pense. Antoine lui a offert le micro, qu'il a refusé d'un petit hochement de tête. Il y a 3 ans,
continua mon père, s'adressant à toute la salle, lorsque la société d'investissement de Robert était sur le point de s'effondrer à cause de ce qu'il appelait des fluctuations du marché, Amélie a liquidé ses stocks options pour lui fournir un prêt. Un prêt qui, à ce jour, reste impayé. Le visage de l'oncle Robert a perdu toute couleur. Jacques, c'est une affaire de famille privée. Pas plus privée que d'annoncer les fiançailles d'Amélie sans sa permission, rétorqua sèchement mon père. Pas plus privée que la façon dont cette famille a traité ma fille tout en profitant de son succès. Il se tourna vers moi, ses yeux remplis d'un mélange de fierté et de regret. Je ne suis pas innocent dans tout ça. Je t'ai pris de l'argent aussi, Amélie. L'argent du loyer, les factures médicales. Je me disais que c'était temporaire, qu'un jour je réparerais les choses. L'aveu public m'a stupéfié. Nous n'avions jamais parlé ouvertement du soutien financier que je lui apportais. La différence, continua-t-il, c'est que je n'ai jamais prétendu que c'était autre chose que ce que c'était, une fille aidant son père quand il n'avait nulle part où aller. Je n'ai jamais revendiqué le mérite de ton succès ou essayé de t'utiliser pour avancer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille s'avança, son expression conflictuelle. « Tu as payé pour mon lieu de mariage ?» me demanda-t-elle directement. « Après tout. Après la façon dont nous t'avons traité ? Tu es de ma famille, dis-je simplement. Malgré tout. Sa façade soigneusement composée se fissura légèrement. Je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu ça et le garderais-tu secret ? Parce que la vraie générosité ne vient pas avec des conditions, répondit Antoine à ma place. Quelque chose qu'Amélie a compris bien avant que je la rencontre. Alors que les implications de ces révélations se propageaient dans l'assemblée, j'ai vu quelque chose changer dans l'expression collective de ma famille. Le choc laissant place à la honte, les calculs remplacés par la réflexion. Le récit soigneusement construit des rôles familiaux avait été définitivement perturbé. L'oncle Robert a tenté de limiter les dégâts. Eh bien, c'est inattendu, mais la famille, c'est la famille. Nous avons toujours soutenu Amélie à notre manière. Arrête, dis-je fermement. Juste, arrête. Plus de réécriture de l'histoire pour s'adapter au moment présent. Plus d'acceptation conditionnelle. Soit vous me voyez pour qui je suis, tout entière, pas seulement les parties qui vous profitent, soit nous n'avons plus de relation à l'avenir. L'ultimatum flottait dans l'air, des années de sentiments refoulés enfin exprimés. À cet instant d'honnêteté brute, debout à côté de l'homme qui ne m'avait jamais demandé d'être autre chose que moi-même, j'ai senti une vie passée à chercher l'approbation enfin s'évanouir. Ce qui allait suivre déterminerait quelles relations survivraient à la nuit et lesquelles seraient définitivement altérées par la vérité enfin dite à voix haute. La réception s'est poursuivie de manière plus discrète après notre confrontation. Certains parents se sont retirés à des tables éloignées, mal à l'aise avec l'exposition publique de dynamiques familiales habituellement gardées cachées. D'autres se sont approchés avec prudence, tentant des excuses maladroites ou des explications qui servaient surtout à souligner la profondeur du problème plutôt qu'à le résoudre. Ma mère m'a trouvé alors qu'Antoine s'était éloigné pour prendre un appel professionnel, un vrai cette fois. « Amélie, commença-t-elle, sa voix inhabituellement hésitante. Ce que tu as dit tout à l'heure. Ce n'était pas tout à fait juste. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. L'apparence soigneusement entretenue, le positionnement constant pour l'avantage social, la façon dont ses yeux balayaient encore la pièce, même pendant cette conversation supposément intime. Tu voulais ce que tu pensais être le meilleur, corrigeai-je doucement. Basé sur tes valeurs, pas les miennes. Il y a une différence. Je suis toujours ta mère, insista-t-elle. Ça ne compte pas pour quelque chose ? La question flottait entre nous, chargée d'une histoire non dite. Autrefois, j'aurais peut-être immédiatement acquiescé, acceptant le lien biologique comme une raison suffisante pour maintenir des schémas toxiques. Ce soir avait changé quelque chose de fondamental en moi. Être une mère est un fait biologique, dis-je finalement. Être un parent, quelqu'un qui nourrit, soutient et accepte inconditionnellement. C'est un choix que tu fais chaque jour. Tu n'as pas fait ce choix depuis longtemps, maman. Son visage se plissa légèrement. La rare manifestation d'émotion sincère nous surprit toutes les deux. Je ne sais pas comment être différente, admit-elle. C'est comme ça que j'ai été élevée, comment ma mère me traitait. Je sais, reconnus-je. Et c'est pourquoi je ne te coupe pas complètement les ponts.
Mais à l'avenir, nous avons besoin de limites, de vraies limites. En commençant par la compréhension que ma relation avec Antoine n'est pas une ressource familiale. C'est ma vie personnelle. Elle hocha lentement la tête, bien que je puisse voir que l'ajustement serait difficile pour elle. Et le mariage? Serons-nous invités? Ça dépend, dis-je honnêtement. De si tu montres un intérêt à me connaître, la vraie moi, d'ici là. Pas seulement la version de moi qui est pratique ou avantageuse. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. Fixer des limites était douloureux mais nécessaire, comme percer un abcès qui suppurait depuis des années. De l'autre côté de la salle, j'ai aperçu Camille assise seule à la table d'honneur, son expression pensive alors qu'elle regardait les derniers invités sur la piste de danse. D'un coup de tête, je l'ai approchée. Encore félicitations, lui offris-je. Malgré tout, c'était une belle cérémonie. Elle leva les yeux, son maquillage parfait légèrement bavé par ce qui aurait pu être des larmes. « Tu as vraiment payé pour ce lieu ?» demanda-t-elle directement. J'ai hoché la tête. Antoine a passé les appels. Mais oui, c'était mon idée. Pourquoi? Après la façon dont je t'ai traité. Les choses que j'ai dites dans ton dos. Elle secoua la tête, confuse. J'ai réfléchi soigneusement à ma réponse. Parce que je me souviens quand on était gamine, avant que la politique familiale ne prenne le dessus. Tu parlais du mariage de tes rêves dans un endroit comme celui-ci, avec les lustres en cristal et le grand escalier. Quand Antoine a mentionné qu'il connaissait le directeur ici, ça m'a semblé une opportunité de réaliser ça. Sa façade soigneusement construite se fissura davantage. J'ai été horrible avec toi, admit-elle. Jalouse de ta liberté, de ta carrière, de tout ce que ma mère me disait ne pas être important tout en me poussant vers le mariage parfait. Nous jouions toutes les deux les rôles qui nous avaient été assignés, répondis-je. La bonne fille suivant la tradition, la rebelle la rejetant. Aucune de nous n'a créé ces catégories. Un instant, j'ai entrevu la cousine dont j'avais été proche enfant, avant que les attentes et la compétition ne nous aient éloignés. Je ne dis pas que nous serons un jour les meilleurs amis, ajoutai-je honnêtement. Trop de choses se sont passées. Mais peut-être que nous pouvons arrêter d'être des ennemis. Elle hocha lentement la tête. Ça me plairait. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'appela « Amélie. Pour ce que ça vaut, il a l'air de vraiment te voir. Peu de gens trouvent ça. » J'ai souri, reconnaissant le rare moment sincère entre nous. Je sais. La soirée s'est poursuivie avec des conversations similaires, certaines productives, d'autres moins. L'oncle Robert a tenté une justification peu convaincante du prêt qu'il n'avait jamais remboursé, affirmant qu'il avait toujours eu l'intention de le faire au bon moment. Je n'ai pas pris la peine de discuter, l'informant simplement que l'entreprise d'Antoine mènerait un audit de sa société d'investissement dans le cadre de leur processus de due diligence, une procédure standard qui semble à soudain le rendre très nerveux. Tante Marguerite m'a complètement évité, bien que je l'ai surprise en train de dire à ses filles de maintenir la relation avec Amélie tout en jetant des regards calculateurs en direction d'Antoine. L'interaction la plus significative est venue en dernier, alors qu'Antoine et moi nous préparions à partir. Mon père s'est approché, gardant la distance respectueuse qu'il avait maintenue toute la soirée. Il a fallu du courage, dit-il simplement, hochant la tête vers la réception où la confrontation avait eu lieu. Tenir tête à la famille comme ça. J'avais un bon soutien, répondis-je en jetant un coup d'œil à Antoine. Oui, tu en avais. Mon père tendit la main à Antoine. Merci d'avoir soutenu ma fille quand je ne pouvais pas ou ne l'ai pas fait. Antoine lui serra fermement la main. Elle n'a pas besoin de beaucoup de soutien, juste de quelqu'un qui reconnaisse sa valeur. Je l'ai toujours reconnu, dit doucement mon père. Je n'ai tout simplement pas toujours été assez bon pour le lui montrer. Il se tourna vers moi, une lueur de l'homme qui m'avait emmené au musée il y a si longtemps dans ses yeux. Je suis fier de toi, Amélie. Pas pour ton fiancé, pas pour ton travail, mais pour la femme que tu es devenue malgré nous tous. C'était l'approbation que j'avais attendue toute ma vie, et elle est venue non pas à cause d'une réussite extérieure, mais à cause d'un moment d'honnêteté brute. En quittant la réception, main dans la main avec Antoine, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Le chemin à parcourir avec ma famille serait long et compliqué, rempli de conversations difficiles et de limites à maintenir. Certaines relations ne s'en remettraient jamais, d'autres pourraient lentement se reconstruire sur une base plus honnête. Mais pour la première fois,
je ne me sentais pas défini par leurs attentes ou leurs déceptions. Je me sentais libre. Libre d'être la femme que j'avais travaillé si dur pour devenir, et libre de construire une nouvelle famille basée non pas sur des obligations de sang, mais sur le respect mutuel, l'amour inconditionnel et une vérité partagée. En regardant Antoine, dont le sourire reflétait ma propre joie nouvelle, j'ai réalisé que l'histoire que j'avais racontée à ma famille ce soir-là n'était pas seulement une confrontation. C'était une déclaration d'indépendance, et le véritable début de ma propre vie.